de l'Église. Très bien. Ce n'est pas du tout dans mon domaine de recherche. Nous pouvons, dans le cadre d'une conversation ensuite, essayer de voir est-ce qu'on m'entend au fond? Je crains que non. C'est vrai. Parce que il y a des gens qui téléphonent. Excusez-moi. Maintenant, Il y a 2 places devant. voilà, c'est le quotidien. 4. Mais je ne vous cacherai pas que mon problème actuellement, c'est celui de la réalité. J'ai traduit de centaines, sinon des milliers de pages d'un philosophe espagnol qui a cette expression absolument extraordinaire, el poder del real, la puissance du réel. Et il construit toute sa philosophie autour de cette idée qu'il y a dans la réalité quelque chose d'indépassable. Mais qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce qu'il y a d'indépassable dans cette réalité? Si on se place dans l'horizon de la foi, on dit évidemment la réalité, c'est Dieu lui-même et c'est sa création. Mais si on se situe sur un plan philosophique, on est immédiatement placé devant le fait que pratiquement dès son origine, la philosophie a proposé une perspective sur le réel qui était doublée de celle de l'idéal. Je me souviens que lors de ma soutenance de thèse, la personne que je ne nommerai pas me disait le fond du fond, c'est la forme, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait. Et je lui disais non, madame, le fond du fond, c'est la matière ou c'est la réalité. Il y avait là largement conflit entre une perspective que j'appellerais platonicienne et une perspective qu'on appellera aristotélicienne pour faire court. Qu'est-ce que ça signifie, sinon que nous ne pouvons pas regarder la réalité sans dire que c'est nous qui la regardons. Et que notre regard, dans notre regard, il y a quelque chose qui relève de notre intelligence. Que notre intelligence est quelque chose de spirituel, mais qui détermine quand même d'une façon ou d'une autre cette réalité que nous voyons. Nous n'avons jamais à l'état pur devant nous. Et si nous faisons abstraction de cette dimension spirituelle, intellectuelle, de notre regard sur la réalité, nous sommes devant un bloc de matière qui ne nous signifie rien. Si le réel a du sens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas seulement réel, ou dans la réalité ne se résume pas dans un sens de la réalité que nous retenons de ce fameux réel que nous croyons pouvoir toucher, dont nous avons
une expérience immédiate. Lorsque nous pensons à la réalité et que nous pensons la réalité, pas penser à, mais penser quelque chose, nous sommes immédiatement engagés dans un dialogue entre la réalité objective et le regard subjectif. Et voilà que les philosophes commencent à se disputer, c'est-à-dire, oui, mais ce sujet, cette subjectivité, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un peu aléatoire, quelque chose d'un peu négligeable? Ce qui est important, c'est l'objectivité. Alors l'objectivité, c'est quoi? C'est effectivement ce regard qui se contente de comprendre dans la réalité ce qui en elle est intelligible, ce qui effectivement dit quelque chose à l'intelligence. Mais si j'entre dans ce débat et que je me dis « Oh, c'est formidable, toute la lumière, c'est moi qui la porte sur la réalité », le reflux du réel se fait sur moi. C'est le « je » de la philosophie moderne qui émerge à l'occasion de ce regard sur la réalité. La réalité est à ce moment-là, comment dirais-je, diminuée. C'est ce que nous suggère le terme même d'objet. Tout à l'heure, je regardais le chat et je me disais, c'est pas un sujet, un quasi-sujet, mais c'est aussi un objet. C'est curieux de se demander quel est le statut effectif de l'animal, qui pour nous est un objet, dont nous ne savons pas s'il a une conscience de lui-même, s'il peut faire la différence entre le sujet qu'il est, que nous pensons qu'il est, et la réalité qu'il est pour nous et pour lui. Enfin, ça devient très compliqué. Le fait est que le propos du sujet, de la subjectivité, a fini par l'emporter, philosophiquement parlant, et que le monde des objets a été livré à la science. L'analyse scientifique qui nous rend compte, qui nous permet de voir comment cette réalité physique, cosmique, est structurée. Et la connaissance est devenue progressivement un pouvoir. La science a engendré des techniques. Ces techniques sont devenues des modalités d'intervention dans la réalité. On la comprend mieux, donc on peut aussi mieux la maîtriser. Et progressivement se pose la question de savoir ce qui est premier, ce qui est essentiel. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est le pouvoir sur la réalité? C'est pour ça que l'expression de Javier Zubiri, El poder del real, est tellement importante parce qu'elle nous permet justement de revenir sur l'idée du pouvoir.
et nous oblige à nous poser la question de savoir est-ce que il n'y a qu'un pouvoir du sujet sur une réalité objective ou est-ce qu'il y a une puissance propre du réel? Mais alors, est-ce que nous sommes soumis au monde? Si nous admettons que la réalité peut être globalisée sous le terme de monde. Quand nous regardons par la fenêtre, voyons effectivement des maisons, des montagnes, tout cela fait partie d'un monde. Et le monde est une totalité réelle. Est-ce que nous sommes simplement des éléments pris dans ce monde, des vivants qui, obéissant à des lois qui sont celles de la biologie? Ou bien est-ce que il n'y a pas une réalité de l'homme qui est précisément une réalité, mais qui n'est pas de l'ordre des choses, qui n'est pas une res. Et c'est là qu'il faut revenir sur le terme latin par lequel que nous retenons pour parler des choses et de l'ordo rerum, de l'ordre des choses. Je crois donc indispensable de rapporter cette idée de la réalité à l'homme lui-même. Sortir de l'ornière de l'objectivation pour admettre qu'effectivement il y a dans l'homme, avec l'homme, une réalité différente. Nous ne sommes pas réels de la même façon qu'un arbre ou qu'un caillou est réel. La réalité n'est pas univoque, n'est pas uniforme. La réalité est un statut des choses, une façon d'être, une modalité d'être. Être réel, c'est être autrement, et ce n'est pas simplement être un objet regardé par un sujet. Donc il faut complètement revenir sur l'idée même de réalité et se demander comment l'appréhender. Or, l'appréhension de cette réalité n'est plus purement intellectuelle, elle n'est plus, comment dirais-je, faite d'objectivation et d'abstraction. Quand je regarde un être humain, je ne vois pas en lui une chose qui aurait une espèce de nature objectivable et analysable. Il est une réalité par lui-même. Il faut donc complètement changer de regard, changer de concept, changer de manière de penser lorsqu'on entre dans l'univers de l'homme. Or, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que la suprématie de l'intelligence objectivante s'est portée sur l'homme. L'homme est objectivé par l'homme. Les sciences ne sont plus seulement des sciences naturelles, physique, chimie, biologie, tout ce que vous voulez. Les sciences humaines, ou appelées sciences humaines, obéissent à des lois épistémologiques qui sont les mêmes que celles qui président à l'analyse du monde, et on ne sait plus qui est le maître de tout ça. Et c'est là qu'il faut bien voir que ce savoir étant un pouvoir, ce pouvoir s'exerce d'une façon ou d'une autre sur d'autres hommes. Il est très intéressant de se dire qu'Auguste Comte, dont on dit tout simplement, oui, il a inventé la sociologie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé la théologie par la sociologie, parce que c'était la société qui était, en quelque sorte, l'espace du divin. Théologie, théorie de Dieu, sociologie, théorie de la société. Et nous savons bien aujourd'hui que le pouvoir qui s'exerce sur l'homme, en quelque sorte d'effet de sa qualité d'objet, il est vrai reconnu dans sa subjectivité, mais dans une subjectivité objectivée par les sciences humaines et dirigée par la société. Qu'est-ce qui fait la morale aujourd'hui dans notre monde? C'est la société. On dit on ne peut pas aller à l'encontre des vœux de la société pour établir des règles normales qui ne soient pas conformes à cette tendance, à ce mouvement de l'histoire et tout ce que vous voulez. C'est là que nous avons abouti. Et j'appellerai avec deux auteurs allemands sur lesquels je suis en train de travailler, la première modernité, celle précisément qui a engrangé la subjectivité pour l'organiser en termes de sciences humaines qui sont devenues essentiellement et fondamentalement des sciences sociales, étant précisément admis que c'est la société qui gouverne. Je ne parle pas de gouvernement politique, je parle de ce qui gouverne nos mentalités, ce qui oriente nos esprits, ce qui est la loi de la pédagogie, ce qui se dit dans les écoles, ce qui s'enseigne dans les milieux scolaires. Ça, c'est la société. Ça, c'est la première modernité. Nous sommes entrés dans une deuxième modernité, qui est celle des ordinateurs, qui est celle d'une prise en charge de
tout le savoir scientifique par des techniques d'analyse. Je ne suis de loin pas un spécialiste de ces questions, c'est pour ça que je ne fais qu'y faire allusion. Je fais allusion à quelque chose qui est une nouvelle façon de se détacher de la réalité. Se détacher de la réalité en mettant en exergue le sujet. Le sujet s'est retrouvé objectivé à son tour, et maintenant nous sommes en train de voir émerger un monde fait d'un nouveau genre, d'un nouveau type d'abstraction. Et les abstractions qui sont capables de s'engendrer elles-mêmes, de s'auto-multiplier, de s'auto-générer. Et c'est devant cela que nous devons nous poser la question, mais le réel. Est-ce que nous n'avons pas le devoir maintenant, c'est là que j'hésite, de revenir sur une réalité que j'appellerais ancestrale, ou est-ce que nous devons nouvellement penser autrement le réel? Mon maître Paul Ricoeur parlait volontiers d'une seconde naïveté. La première naïveté, c'est celle effectivement qui prend les choses comme elles sont. Qui prend les choses comme elles sont. Qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la philosophie ont apporté? Un regard critique. La perte de la naïveté. Et nous avons tellement perdu cette naïveté que nous sommes dans une deuxième modernité, dans un deuxième et un troisième âge critique. Quelle peut être pour nous une seconde naïveté? Comment dépasser, au moins intellectuellement, ce qui est en train de s'installer comme étant un monde hyper critique. Mais une critique qui est en train de défaillir parce qu'elle n'obéit plus elle-même à des exigences critiques véritablement formulées et énoncées. L'abstraction de la deuxième modernité est une espèce d'abstraction que certains commentateurs appliquent par exemple au monde de la finance. Une capacité non plus seulement d'autoproduction, mais une autoproduction qui est détentrice de la loi même de cette autoproduction. C'est un degré, un niveau d'abstraction absolument incroyable. Et qui effectivement dépasse les compétences
normales, qui sont les vôtres et les miennes. Je ne comprends plus rien. Et je dois continuellement demander à des gens de m'expliquer. Alors ils m'expliquent des mécanismes, mais ils sont incapables de me dire pourquoi ça fonctionne comme ça. La seconde naïveté que je propose, au-delà de la seconde modernité, la seconde naïveté que je propose au-delà de la seconde modernité, n'est pas celle d'un simple retour en arrière, peut prendre cette forme, mais peut aussi chercher d'autres voies. Et je ne vois pas non plus encore très bien lesquelles. Je vois que ça se situe quelque part du côté de la foi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a dans la foi une magnifique naïveté. Et une naïveté qui appelle effectivement le travail de l'intelligence. Credo ut intelligam. Je crois en vue de comprendre. Et l'intelligence de la foi appelle aussi à l'exigence critique. Sans ça, il n'y aurait pas de théologie. Il n'y aurait pas de science de la foi. Il n'y aurait pas de débat théologique avec évidemment l'apport parfois dangereux de toute une instrumentation philosophique. La seconde naïveté était effectivement une approche de la réalité dans sa dimension proprement spirituelle. Et je ne fais pas du spiritualisme gratuit. Je pense qu'effectivement, il y a dans la foi, dans l'intellectus fidei, dans la critique théologique, quelque chose qui nous remet continuellement dans la réalité, mais dans la réalité de Dieu, dans la réalité de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, de la réalité du monde en tant que création de Dieu. La réalité de cette seconde naïveté n'est autre que la réalité du divin que nous reconnaissons dans ses effets. C'est la seule façon que je vois de rester dans la réalité, dans cette seconde réalité qui nous échappe maintenant à la suite de la seconde modernité. Et c'est un peu de cela que j'ai parlé, en d'autres termes, avec d'autres éclairages, dans mon dernier livre,
dont je vous recommande vivement la lecture. Alors, donne-nous-en le titre. Alors, il a paru aux éditions de l'Harmattan sous le titre « Regards inquiets sur le cosmos, l'homme et la cité ». Et je me permets de vous signaler par ailleurs que est sorti presque en même temps, grâce aussi à une chère amie, un livre sur la cité de Dieu. J'ai essayé d'actualiser la problématique si extraordinairement élaborée par saint Auguste. Ça n'a pas tout à fait les mêmes tonalités, mais je crois que c'est une lecture qui peut aussi intéresser ceux qui, effectivement, dans cette seconde naïveté de la foi, cherchent des exemples d'une intelligence et d'une clairvoyance absolument extraordinaires. Celle de saint Auguste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques questions? Mais bien sûr. Oui. Alors maintenant, je boirais bien Oui. un petit peu quelque chose de sérieux. Est-ce Les qu'il y a additions du bar. du blanc, du rouge, du... Si vous avez une goutte de rosé, volontiers. Oui. C'est Yves qui va me trouver ça.